Moi, je dirais, ici, on vient de voir la schizophrénie, mais il y a beaucoup d'autres problèmes qui mènent à la même chose, quoi. Enfin, qui mènent pas spécialement à des tueries ou quoi, mais à des rejets et qui sont souvent mal vécus, quoi. C'est quoi ça? Pourquoi tu dis la bonne? In his 1,800-word diatribe, he expresses rage, resentment, and a desire to get even, with exactly whom he never says. He forced me into a corner and gave me only one option. The decision was yours. Vous m'avez poussé à faire cela. Le 16 avril 2007, Cho Sang-yu a tué 32 personnes à l'université Virginia Tech avant de se retourner l'arme contre lui. Il s'agit de la pire tuerie scolaire dans toute l'histoire des États-Unis. Les participants de la section audiovisuelle du Centre de réadaptation psychosociale Le Déclic s'interrogent. Hier, à la télé, il parlait comme quoi que, bon, la personne pouvait être atteinte de maladie mentale. Le gars, il était vraiment pas bien, là, mais de là à dire que c'est un schizophrène, là, Qui est schizophrène ici? On est tous des schizos. On va pas tuer personne, esti. Qui me lâche avec la connerie de dire qu'un tueur c'est un schizophrène. Le gars, il était... Oui, peut-être qu'il était schizophrène, mais c'est pas à cause de ça qu'il a tué. Je pense que c'est plus la dépression qui amène à tuer. Le désemparement, la détresse. Le gars, il aimait pas la position qu'il occupait dans la vie par rapport aux autres à l'université. Il y a un cul de la performance, puis probablement que lui, il se retrouvait pas. En plus, c'est un Asiatique, il se retrouvait pas dans les valeurs américaines. Le cirque autour de ça, moi, ça me déçoit parce que, d'après moi, n'importe qui peut éclater à sa façon. On n'a pas besoin de faire des liens entre la schizophrénie et la violence parce qu'il n'y en a pas vraiment. He tried to cover his tracks by filing down the serial numbers on his guns. He obviously wanted the world to know who was responsible for the worst mass shooting in America. He began working on these materials at least 6 days before. S'il y a des gens qui n'arrivent pas à suivre, disons, le rythme qui est imposé par la société d'aujourd'hui, ces gens-là, d'une manière ou d'une autre, vont se retrouver à l'écart, ils vont se sentir isolés. Peut-être que ça déclenche justement des instincts, des pulsions, disons, qui peuvent plus refouler, puis ils devraient refouler. Puis les gens se réveillent toujours quand ça arrive. Les gens se rendent compte tout d'un coup qu'ils sont tellement préoccupés que tout d'un coup, ils se rendent compte qu'il y a des gens qui vont pas bien dans la société. J'étais pas conscient la première journée qu'il y a eu 33 meurtres, puis en plus, j'étais pas conscient quand j'étais arrivé ici, puis que l'événement était arrivé. Puis comme un matin, je veux dire, je l'aurais pas dit au monde là, que je souffre de ma maladie. Là. Je l'aurais pas dit dans l'autobus bien fort. Là. Je n'aurais pas été fier pantoute. Je me serais fait juger, je suis à peu près certain. La schizophrénie est une maladie qui découle d'une modification du cerveau qui n'altère pas l'intelligence. Elle touche 1% de la population. Elle se manifeste par des épisodes aigus de psychose, suivis de divers symptômes chroniques qui constituent un handicap. Parmi eux, les hallucinations. Il y a eu comme des petits signes précurseurs avant. J'avais des hallucinations, j'étais bizarre avec mes amis, j'avais arrêté de leur parler pas mal tout. Je me fâchais contre eux. Puis après, ça s'est un peu déclenché à cause d'Internet. Je pensais que j'étais le sujet d'une expérimentation là, qui se faisait de cybernétique, genre sur Internet. Puis ça m'empêchait de dormir, mais j'allais sur Internet pour accélérer ma pensée. Je voulais penser le plus vite possible, je parlais plus pantoute. J'allais dans mon lit, j'allais devant l'ordi, j'allais dans mon lit, je mangeais plus, je dormais plus. Mes parents ils s'inquiétaient beaucoup, ils avaient peur que je me suicide, mais je pensais pas au suicide. Là, ils m'ont apporté à l'urgence. Et les ambulanciers sont venus chez mes parents. Puis ils m'ont donné un médicament, je l'ai pris un peu de reculons, on peut dire. Puis quand je me suis réveillé le matin, j'avais perdu la raison complètement. Là. Je voyais des hallucinations sur les gens. Là. Mettons, je voyais des faces d'oiseaux. J'ai essayé de m'enfuir de l'hôpital. Ils m'ont pris, puis ils m'ont attaché. Puis après ça, j'ai resté en psychiatrie pendant 1 mois à peu près. Puis ils m'ont donné des médicaments. Avez-vous pris votre médication? C'est l'heure maintenant. Connaissez-vous les conséquences de ne pas bien prendre ces médicaments?
N'oubliez pas votre prochain rendez-vous chez le psychiatre, vendredi à 13h30. Alors, comment se passe votre journée en tant que personne atteinte? Ça t'intéresse pas, tu veux pas le savoir. Ma condition ne plairait à personne. Je donnerais tout pour changer ma situation. Voyons, un peu de calme, on ne s'affole pas. Pour éviter le code blanc, vous pouvez prendre votre PRN. Code blanc? Comment ça? Tout simplement parce que vous me semblez agité. Si seulement je pouvais changer ma situation. À moins que... Avez-vous pris votre médication? La paranoïa est un autre symptôme de la schizophrénie. Elle consiste en une modification du raisonnement et qui amène à une conviction fausse. En quelque sorte, le délire est une théorie qui explique le monde inquiétant dans lequel la personne atteinte est plongée. Elle peut être convaincue qu'elle est persécutée, en danger, qu'on veut la tuer ou qu'elle est responsable des malheurs dans le monde. Mais ma psychose, c'est de penser que les gens lisent dans ma tête. Quand je me pars dans des délires comme ça, j'essaie de me ramener 2 pieds sur terre puis je me dis OK, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, mais une chose qui est sûre, c'est que je vais me fier sur la vérité que les médecins me donnent, la vérité de ma famille me donne. Non, on lit pas dans ta tête, puis j'essaie de me planter là-dessus. Des fois, c'était comme un diable qui me parlait. Une voix comme qui parlait dans un autre langage. Puis je comprenais pas ce qu'il me disait. Mais ça m'empêchait de dormir. Puis des fois, c'était une voix féminine, puis elle était gentille aussi. Mais ça, c'est quand je prenais pas les médicaments. Je voulais pas les prendre, puis j'entendais des voix. Mais avec les médicaments, quand je les prends, j'en entends plus. Des fois, je me dis, cette petite bande de caves, c'est quoi, là? Vous êtes tout en train de lire dans ma tête, Mais j'ai assez de contrôle, puis je le sais que jamais je vais passer à l'acte. Mais j'avoue qu'avant, quand j'avais peut-être 18 ans, peut-être 20 ans, au début de ma maladie, puis que j'avais jamais eu de médication, je me contrôlais pas à cette époque-là. Fait que je crois que c'est important de se faire traiter. Puis vu que ça fait 6 ans que je suis traité déjà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai plus de facilité sûrement à me contrôler. C'est que j'ai eu un bon encadrement. L'encadrement est un des facteurs très importants pour les personnes atteintes. Dans un des services de psychiatrie québécois, les participants du projet cinéma au Centre de réadaptation psychosociale Le Déclic ont été interrogés le psychiatre Pierre Mailloux pour parler de la violence des personnes atteintes de schizophrénie paranoïde. Un homme qui souffre de schizophrénie paranoïde, et qui n'est pas soigné, extrêmement imprévisible, peut faire n'importe quoi. Il peut te sauter dessus, il peut s'armer, il peut attaquer, il peut se suicider, il peut arrêter de manger, n'importe quoi, se mutiler. La tragédie survenue aux États-Unis a été vue à la télévision et vécue presque en direct sur Internet. Les internautes entretiennent même des hommages, prolongeant ainsi la mémoire d'actes gravissimes. 1 an avant la fusillade scolaire en Virginie, le collège Dawson à Montréal a eu lui aussi son lot d'émotions. Toujours sur Internet, Kim Vergil entretenait une correspondance au travers d'un blog dans lequel il annonçait son crime à venir dans l'établissement canadien. Il a alors tué 1 personne et blessé 20 autres avant de s'enlever la vie. Dans le cas de Kim Vergil, c'est bien évident que lui et son comparse qui correspondait, écoute, ces individus-là souffraient de psychose, ces individus psychotiques. Schizophrénie paranoïde est assez facile à soupçonner dans ces cas-là. Il aurait dû être soigné. S'ils se sont enlevés la vie, et s'ils n'ont pas été diagnostiqués, la presse avait-elle raison de faire la une sur ces hommes en les appelant à juste titre « tireurs fous ». Le 8 mai 1984, Denis Lortie a dit vouloir assassiner le Premier ministre de l'époque selon la volonté de Dieu. L'homme a été arrêté à l'Assemblée nationale. Dans le cas de Denis Lortie, il était définitivement psychotique, je l'ai évalué. Puis à un moment donné, je me suis ramassé avec 7 psychiatres qui ne le trouvaient pas psychotique et j'étais le seul à le trouver délirant. Vous l'avez évalué après la tuerie de l'Assemblée nationale. OK. Et je peux vous assurer que Denis Lortie délirait. Et était halluciné. Il a connu un épisode psychotique. Ces bains de sang ont été vus et revus dans les médias, des images horribles qui ont même laissé envisager que ces affaires influençaient les personnes atteintes de schizophrénie paranoïde. Souvent, là, on craint l'effet d'entraînement. À mon humble avis, l'effet d'entraînement de Denis Lortie, la tuerie de l'Assemblée nationale, effet d'entraînement, 0. OK. Puis je vous dis, il n'y en a pas d'effet d'entraînement parce que quelqu'un qui fait de la schizophrénie le fait un peu à sa façon, de façon singulière, et non pas de façon plurielle, pas comme les autres.
J'ai rarement vu deux individus qui font de la schizophrénie qui ont exactement les mêmes symptômes et la même évolution. C'est jamais tout à fait pareil. Et non seulement c'est jamais tout à fait pareil au niveau du diagnostic et des symptômes, mais c'est jamais tout à fait pareil dans la réponse au traitement. Mais avant de profiter d'un traitement, encore faut-il avoir été diagnostiqué. Les personnes qui ont commis ces actes graves se sont retournées l'arme contre elles-mêmes. À Montréal, la place du 6 décembre 89 rend hommage aux 14 étudiantes assassinées à l'école polytechnique par Marc Lépine. Le jeune homme s'est suicidé tout de suite après. Un drame qui a détruit des familles, dont celle du tueur. Monique Lépine, sa mère, est rarement revenue sur cette tragédie devant l'œil des médias. Elle les fuit, tout comme elle se refuse à regarder les drames de Dawson et de la Virginia Tech. Si elle est infirmière de formation, elle tente toujours de comprendre l'inexplicable. Qu'est-ce qui pourrait entraîner un individu à prendre une arme? Ce que j'ai remarqué dans le cas de mon fils, par exemple, mais je l'ai remarqué après recul, parce que tu analyses les situations. C'est sûr que quand quelqu'un fait un geste de cet ordre-là, il y a certainement une déficience quelconque ou un trouble assez grave qui déclenche cet événement-là. Quand j'ai décidé d'envoyer Ad Patresse, les féministes qui m'ont toujours gâché la vie. Les féministes ont toujours eu le don de me faire rager. Marc vouait une haine sans borne aux femmes. Dans ses correspondances, il écrivait qu'il voulait qu'on leur retire des droits, tout comme il les accusait d'être privilégiés dans les études. Mon fils, pourquoi avait-il une haine à ce point des femmes qui réussissaient dans la vie? Je pourrais pas vous le dire parce que moi-même, j'ai réussi ma vie professionnelle et je me dis que aux yeux de mon fils, peut-être que j'ai été perçue comme une personne qui était une féministe. C'est des choses à laquelle il n'y a pas de réponse. On ne peut que mettre des hypothèses. Mon fils avait une haine telle, je me dis, mais à quoi c'est dû? Est-ce dû à ses échecs répétés dans sa propre vie? Il a peut-être fait des tentatives pour trouver un emploi, pour se faire une blonde, je ne sais pas. C'était un garçon secret. Puis ce que je voyais, c'est qu'il y a beaucoup de secrets dans ces jeunes hommes qui prennent des armes, beaucoup d'isolement dans leur vie. Mon fils avait quand même des amis, mais peu. C'était des amis fidèles, par contre. Mais ce n'est pas le petit gars là, qui était populaire aux yeux des autres, nécessairement. Il ne parlait pas de ses émotions, il ne parlait pas de ce qu'il vivait à l'intérieur. Et je pense que c'est ça le danger. Un jeune qui n'exprime pas ce qu'il ressent à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui ne va pas consulter quand il y a un problème, quelqu'un qui ne veut pas croire qu'il a peut-être un problème. Bien, ça, c'est dommageable. Je pense qu'il y a eu un peu de délire face aux femmes qui réussissaient et jusqu'au meurtre. Mais ça part d'où? Ça part du cœur. Pour parler de maladie mentale, il faut parler de diagnostic. Et mon fils n'a jamais été diagnostiqué comme présentant une maladie mentale. Mais à parler avec des gens qui ont certains épisodes psychotiques dans leur vie, on me dit que ça arrive souvent dans la vingtaine, dans la jeune vingtaine. Mon fils avait 25 ans quand ça s'est présenté, que c'est soudain et que ça explose. Le fait que je vous mentionnais plus tôt que mon fils n'exprimait pas du tout ce qu'il ressentait à l'intérieur de lui, moi je pense qu'à force de refouler des émotions, à un moment donné, ça explose. Et c'est peut-être ce qui s'est produit avec mon fils. Il a explosé sa colère ou le trop-plein qu'il gardait depuis si longtemps. Je pense bien qu'il voulait gagner sa vie. La société est performante. La société veut qu'on réussisse dans la vie. On est exigeant. Ça crée du stress chez des jeunes qui ont peut-être d'autres aptitudes dans la vie, je ne sais pas trop, et qui ne veulent pas peut-être suivre le courant de la société comme tel. Pourquoi haïssait-il les femmes à ce point-là? Je ne pourrais pas vous le dire. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas été capable d'en avoir une? Je ne le sais pas. Je ne pourrais pas vous dire les causes ou c'est quoi. C'est un domaine, les maladies du cerveau, c'est tellement complexe. Je ne suis pas une spécialiste, loin de là. Mais je vois bien qu'il y avait certainement des difficultés plus grandes que peut-être d'autres jeunes garçons
qui ont un contexte familial plus favorable.